donc je suis magnétiseur, j'ai 44 ans, bon, en gros marié, deux enfants, voilà, pour résumer, pour faire simple. Donc moi, mon parcours, il y a d'une part, il y a mon métier. Bon, à la base, moi, je suis menuisier ébéniste. Vous me direz quel rapport avec le magnétisme? Eh bien, quand vous travaillez avec une matière quelle qu'elle soit, surtout le bois d'ailleurs, euh, il arrive un moment donné où, si vous voulez, vous allez développer un lien avec la matière que vous allez travailler. Vous allez la ressentir. Réceptif. Donc, quelque part, vous allez développer une sensibilité dans les mains. Ça, c'est indéniable. Donc déjà, ça, dès le départ, je pense que ça aide quand on veut travailler avec l'énergie. Et en parallèle à ça, j'ai fait de l'aïkido pendant 14 ans de ma vie. Et donc, les arts martiaux sont aussi des écoles dans lesquelles on travaille avec l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie qui est utilisée dans les arts martiaux, quel qu'il soit, est la même que dans le magnétisme. Mais eux l'utilisent dans une dimension martiale. Alors que nous, on l'utilise dans une dimension thérapeutique. Mais c'est exactement la même énergie. Ça, c'est important. Donc, alors, dès lors que vous combinez un développement de sensibilité dans les mains lié à un métier, plus une pratique martiale pendant de très nombreuses années, forcément, il en ressort quelque chose. Vous êtes déjà... Alors, je pense que j'étais déjà en relation justement avec cette énergie. On l'est tous, vous allez me dire. Mais ça m'a permis de le développer, mais j'en avais pas encore réellement, je dirais, conscience. Voilà, ça, c'est toujours le mot conscience que j'emploie, mais bon. Et après, ben, effectivement, donc déjà, j'avais déjà des prérequis, on va dire. On a tous les êtres humains ont un sens dominant. Et pour certains, ça va être la vue, d'autres l'ouïe. On a tous donc un sens dominant. Et il y a des gens qui réellement vivent une dimension, on va dire, ce que j'appelle moi kinesthésique, dans le sens où ils vivent avec leur ressenti physique. Et ces personnes-là, quand on les met sur une table euh, et qu'on les magnétise, forcément, ils vont avoir plus de ressenti qu'une personne, admettons, qui vit dans le visuel. Voilà. Après, il y a un autre constat que j'ai fait. Il m'est arrivé une fois de faire une séance sur une personne qui était malvoyante. Et cette personne a eu de très grands ressentis durant la séance. Alors, ces ressentis, moi, je les explique justement ben, du fait simplement, le fait d'avoir un sens en moins, et ben finalement, cette personne, elle a fait comme ce que font généralement les personnes qui sont privées d'un sens, c'est-à-dire qu'elle a compensé par les autres. Ce qui explique qu'elle a eu de tels ressentis lors de la séance, quoi. Voilà. D'accord. Effectivement, on constate souvent que, admettons, une personne qui a suivi un choc émotionnel, encore ce matin, ou pas plus tard que ce matin, j'étais voir une dame qui a son mari à l'hôpital. Donc, qu'est-ce que cette dame a fait? Elle a développé un zona. Voilà, classique. Ça, c'est classique. Il y a un choc émotionnel qui se produit, et la personne va faire ressortir, l'exprimer en quelque sorte, parce que finalement, c'est ça, c'est une expression du corps. Va exprimer par différents moyens, on va dire. Bon, là, c'est un zona qui est apparu. En fin de compte, j'ai envie de dire, pour résumer les choses, que ce qui ne s'exprime pas s'imprime, tout simplement. Tout, de toute manière, va trouver un moyen d'expression, quoi qu'il en soit. Tout. Ce que l'on garde à l'intérieur, tôt ou tard, ça va s'exprimer, d'une manière ou d'une autre. Eh ben, mon rôle à moi, c'est, bon, alors, si on prend le cas d'un zona, bon, c'est un cas où il faut agir vite, déjà. Il faut être très rapide quand il s'agit d'un zona. Plus tôt c'est pris et mieux c'est, parce que c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Mon rôle, c'est de réduire déjà la douleur, parce que apparemment, c'est quelque chose de très fort. On a une sensation de feu assez forte, apparemment. Je dis apparemment parce que moi, personnellement, j'en ai jamais eu. Donc moi, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un zona, et j'espère pas en avoir un jour. J'envie pas les gens qui en ont, quoi. Et donc, oui, mon rôle, c'est surtout, voilà, c'est
d'apaiser la douleur des personnes. Alors, il m'est arrivé, et je l'ai su indirectement, toujours par un phénomène de bouche à oreille. Vous voyez une personne pour un zona, et puis il y a un voisin qui va venir vous voir en me disant: oh bah j'ai vu monsieur un tel, il avait un zona, bon bah voilà, il l'a plus. Il m'est arrivé d'en faire partir. Ce matin, donc j'étais voir justement une dame que j'avais déjà vue pour un zona. Et là, j'ai fait une deuxième séance parce qu'une séance n'a pas suffi, mais c'était quelque chose de vraiment très très prononcé. Là, vraiment, c'est quelque chose de très très fort. Et quand c'est vraiment très fort comme ça, pour en venir à bout en une séance, il faut vraiment être costaud, quoi. C'est pas facile. Comment exactement? Ça se traduit par quoi dans vos sensations? Ah ben, ça se traduit. Alors, les sensations, moi en tout cas que j'ai, je ne sais pas si c'est celle globalement de tous les magnétiseurs. Je parlais pour mon cas. Ça se traduit par du froid, ni plus ni moins dans les mains. C'est-à-dire que plus je vais avoir cette sensation de froid dans les mains, plus je sais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Et il y a des fois, c'est vraiment glacé, j'ai les mains vraiment glacées. Quand c'est ces cas-là, en général, c'est que souvent j'ai une personne qui a un cancer, quoi, concrètement. Parce que bon, je suis aussi des personnes qui ont des cancers. Alors mon rôle, attention, hein, c'est un rôle d'accompagnement, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire que quand je reçois une personne qui a un cancer, moi j'interviens en général après chaque séance de chimiothérapie. Mon objectif, c'est de réduire les douleurs liées aux chimiothérapies, parce que les chimiothérapies, ça brûle concrètement, ni plus ni moins. On voit des personnes qui ont les ongles mais jaunes, c'est impressionnant. Comment dire, la peau dans les mains, ou dans les pieds, ou sous les pieds, est complètement à vif, pour ainsi dire. Alors, en général, ça touche les extrémités du corps. Donc, moi, mon rôle, là, c'est ni plus ni moins de barrer le feu, d'atténuer les douleurs de ces personnes. C'est tout ce que je peux faire. On est dans la même mécanique que les barreurs de feu, il y a une espèce de brûlure. Voilà, il y a une brûlure, il faut intervenir. Moi, mon rôle, il est là. Je ne peux pas faire autre chose, malheureusement, pour ces personnes. Certains considèrent que les magnétiseurs utilisent leur énergie propre. Pour ma part, je ne pense pas. Parce que si c'était le cas, je pense il y a longtemps que je ne serais plus de ce monde. Hein, parce que il m'est arrivé de travailler sur des pathologies lourdes, des cancers en phase 4, pour dire, en phase quasiment terminale. Je pense que non, je ne serai plus de ce monde. Je pense qu'effectivement, on est tous canal, en quelque sorte. On est tous canal énergétique par nature. Hein. On est tous en relation avec ce que moi j'appelle l'énergie universelle. On est tous en relation avec elle, consciemment ou inconsciemment. Les magnétiseurs, en principe, ils en ont conscience. C'est un mot d'ailleurs que j'emploie très souvent, le mot conscience, parce que finalement c'est ça l'histoire. La vraie question, c'est ça. C'est avoir conscience de la réalité énergétique. Voilà. Je pense que le cœur du truc, il est là. Les chakras sont des centres énergétiques. Donc ces centres énergétiques marchent à double sens. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont émetteurs et récepteurs. Donc ça rentre, ça sort, continuellement. L'énergie, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Donc c'est un moyen qui nous permet d'être justement en relation avec l'énergie universelle. Donc c'est pour ça que pour moi, je pars du principe qu'on est tous en relation avec cette énergie. La seule différence, c'est la prise de conscience, c'est tout, d'une réalité énergétique. Et à partir du moment où on en prend conscience, on rentre dans le monde de l'énergie. Et là, on rentre tout de suite dans une autre dimension, automatiquement. Tous les chakras sont en relation déjà avec le système endocrinien. Un chakra correspond à un organe du système endocrinien, pour résumer. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais enfin voilà. Donc déjà, on a un rapport avec le système endocrinien, qui est quand même important par rapport au corps humain. Il génère la sécrétion des hormones, la régularisation des hormones. Donc c'est un système qui est très important dans le corps humain. Donc c'est une des raisons pour laquelle déjà on travaille sur les chakras. Deuxième raison, ça permet aussi de trouver certaines choses qui appartiennent à la vie des individus. Au jour d'aujourd'hui, j'arrive à ressentir certaines choses sur les individus. Alors, sans parler de voyance, hein, je n'ai pas la prétention du tout d'être voyant, mais je peux arriver à savoir si une personne a une blessure émotionnelle dans sa vie, par exemple. Je
peux arriver à savoir si une personne est vraiment quelqu'un de très réservé ou quelqu'un au contraire qui est très ouvert dans la communication, enfin voilà, la relation au monde, etc. Voilà les réponses que ça m'amène concrètement. Et les chakras sont aussi en relation avec tous les différents corps. Vous savez, on a différents corps énergétiques en dehors de notre corps humain, corps éthérique, corps astral, etc. Bref. Et chaque chakra est en relation avec un corps spécifique. Voilà. Alors évidemment, là, je suis vraiment en plein cœur de ce qu'on appelle l'énergie. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans une dimension perceptible par nos sens. Mais la chose à bien comprendre, c'est que nos sens de perception, les sens de perception humains sont limités. Nos cinq sens sont limités, donc à partir de nos sens limités, on ne peut pas tout percevoir. Il y a des choses qui échappent à nos sens. Et le magnétiseur, lui, va éveiller une partie de ses sens pour travailler avec l'énergie, consciemment. Je reviens avec cette histoire de conscience. C'est vraiment très important, ça. Alors ça, c'est encore un débat qui divise, mais alors, qui divise beaucoup les magnétiseurs. Et je pense que c'est un débat qui ramène aussi, excusez-moi, qui ramène beaucoup d'argent à beaucoup de gens mal intentionnés, concrètement. Euh, Ça génère beaucoup de commerces, alors des commerces divers. C'est des commerces au niveau des pierres. Il y a beaucoup de thérapeutes dans mon domaine qui travaillent avec des pierres, pensant que les pierres vont les protéger par rapport à des énergies dites négatives. Ça génère aussi des bénéfices à certaines fédérations de Reiki, par exemple, qui, eux, disent concrètement que les magnétiseurs travaillent en circuit fermé, donc avec leur propre énergie, donc qui sont en risque, et par contre, eux, en tant que pratiquants de Reiki, ne seraient pas en risque parce qu'ils travailleraient avec l'énergie universelle. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Concrètement, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, nous sommes tous en relation permanente avec cette énergie. Donc, c'est vraiment c'est une question qui divise beaucoup. Et puis, quand on voit la vie des grands magnétiseurs d'Urville, etc., ce sont des personnages qui ont vécu quand même très longtemps, tous autant qu'ils sont. Ils ont dépassé 75-80 ans. Alors, qu'on m'explique comment ces grands magnétiseurs, s'ils étaient potentiellement en danger, qu'on m'explique comment ça se fait qu'ils ont vécu aussi longtemps, quoi, je veux dire. Et je pense que c'est des gens comme moi qui ont été amenés à travailler sur des cancers, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de croyances autour de ça, et ces croyances génèrent des bénéfices, hein, qu'on soit bien d'accord, ça arrange bien certaines personnes. Alors, on va rentrer pour certains praticiens dans des rituels. Ils vont pratiquer concrètement avec des rituels. Alors ça va de pentacles, en passant par des prières, en passant par énormément de choses. Bon, je veux dire, le problème c'est que ces gens-là, s'ils se trouvent, comme moi ça m'est arrivé des fois, j'ai une personne qui va sonner à ma porte, je ne l'attends pas. Si je rentre dans cette dimension de protection, qu'est-ce que je veux dire à la personne? Ben, excusez-moi, je ne peux pas vous recevoir, je n'ai pas fait mes rituels. Je peux pousser jusqu'à cet extrême-là, à dire voilà, je ne vais pas vous recevoir parce que je n'ai pas fait ces rituels-là, donc je ne me sens pas protégé, donc pas à même de travailler sur vous. Ça peut aller jusque-là pour certains. Il y a une personne qui est en face de vous qui est dans une attente. Peut-être cette personne, justement, elle a un zona. Peut-être qu'elle est en souffrance. Est-ce que vous pensez que c'est la réponse que je dois avoir par rapport à ces personnes qui sont en souffrance, concrètement? Cette personne, elle est plutôt en attente je veux dire, d'une réponse, quoi, d'un soulagement. C'est ça qu'elle attend. Donc voilà, je veux dire, on peut pousser un rituel. Je pense qu'un rituel, cette démarche d'avoir des rituels, un rituel pour en amener un autre, et 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 après c'est un engrenage. Il y a des gens, malheureusement, moi on m'a donné des exemples de personnes qui avaient très mal tourné par rapport à ça, dans le sens où voilà, ils sont rentrés dans une dimension de rituel, et ils n'en sortaient plus. Et finalement, c'est ces rituels qui ont pris le dessus euh, sur leur pratique, concrètement. C'est ça qui a pris le dessus sur leur pratique. Et là, moi, je trouve que c'est inquiétant, quelque part.
Ils perdent, je veux dire, ils perdent le bon sens de leur pratique au détriment des rituels. Ouais, en gros, finalement, on n'est plus dans le magnétisme non plus. Alors, parce que là, Bah, à partir de là, non, alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une dimension spirituelle dans le magnétisme. Il y a des gens qui travaillent avec cette dimension, il y en a d'autres non. Mais ce qu'il faut, je pense, quand on travaille dans une dimension spirituelle, il faut la garder pour soi. C'est-à-dire que si vous décidez de faire des prières, gardez-les pour vous. Vous n'allez pas aller à prier à voix haute quand vous recevez une personne. Parce que là, quelque part, ce que vous faites, c'est un peu du prosélytisme, concrètement. Alors, je rappelle que nous, en France, on est toléré, il n'y a pas de statut officiel de magnétiseur, donc je pense que concrètement, il faut faire bien attention à notre manière de travailler. Il y a l'abus de faiblesse, ça existe, il faut le savoir. Donc je ne suis pas là, quelle que soit ma foi, je ne suis pas là pour l'étaler. Je suis désolé, moi je reçois des gens de toute religion ici, des musulmans, etc. Ça va les mettre mal à l'aise concrètement. Est-ce que c'est l'objectif? Alors, la vraie question que moi je me pose, si vous voulez, c'est de savoir pourquoi. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de réponse concrètement au pourquoi. Pourquoi il y a des gens qui sont si réceptifs et avec qui ça va marcher du tonnerre, c'est le cas de le dire. Des gens qui vont se lever de la table en me disant je n'ai plus mal, ça m'est déjà arrivé. C'est pas la majorité, hein, concrètement, ça arrive rarement. Mais ça arrive néanmoins, il y a des fois, il y a des personnes qui viennent ici, ils se lèvent de la table en me disant ah ben j'ai plus mal. Bon, ben, formidable. Mais la plupart du temps, il y a quand même, on va dire, un laps de temps de aller 24, 48, voire même plus. Ça peut aller jusqu'à une semaine. Ouais, c'est variable. C'est très très variable en fait. Les gens, après les séances de magnétisme, enfin surtout les personnes d'un certain âge ou d'un âge certain, tout dépend comment on l'entend, ils sont souvent fatigués. Et en général, moi, les personnes âgées, en tout cas que je reçois ici, souvent viennent accompagner. Et je dirais que c'est pas plus mal, parce que je suis pas sûr qu'elles seraient tous à même de repartir, concrètement. Il y en a qui sont vraiment fatigués après les séances, hein. Il y en a même qui me disent, oh, bah, parce que j'en revois certains forcément, pas tous, mais il y en a certains que je revois, et qui me disent, oh, ben, la dernière fois, habituellement, voilà, je fais pas de sieste, et là, j'en ai fait une. Bon, voilà. Ça, c'est les effets des séances, hein, tout simplement. Et je leur dis hein, à chaque fois aux gens, je précise toujours ça, parce que bon, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, même les gens qui ont plus de 80 ans, qui n'ont jamais vu de magnétiseur de leur vie et qui viennent me voir, bon ben voilà, il faut leur expliquer hein, quand même. Bien sûr. C'est pas admis officiellement, quoi. C'est surtout ça, je pense. C'est admis, mais officieusement. C'est admis qu'il y ait des magnétiseurs, des barreurs de feu qui travaillent dans des hôpitaux. On le sait, ça se fait, mais c'est pas officiel. Mais pour moi, c'est l'affaire, je pense, d'une très grande hypocrisie dans le sens où moi-même, quand je me suis formé au magnétisme, à mes côtés, il y avait des infirmières, des ostéopathes et même une femme qui était médecin. Donc je pense que oui, nous sommes vraiment dans une très très grande hypocrisie par rapport au magnétisme. Et les personnes les mieux à même de témoigner des effets du magnétisme, ce sont les infirmières. Parce que ce sont des femmes qui sont tous les jours sur le terrain et qui, des fois, sont en relation avec des malades et qui constatent par elles-mêmes les effets du magnétisme. Voilà. Parce que la personne en question, entre deux visites de l'infirmière, a été voir un magnétiseur. Voilà. Et là, ah, surprise. On voit une amélioration par rapport à des plaies qui cicatrisent plus vite. Ça, c'est un exemple. Ou les ondes de zona ou autres. Et là, les infirmières, elles le savent, hein, concrètement le savent. Une blessure qui a été barrée par le feu, une infirmière est capable de le voir. Moi, personnellement, non. Mais une infirmière le voit au premier coup d'œil. Je pense que c'est l'intention qui détermine le résultat. Quand on travaille en magnétisme, en énergétisme, on travaille toujours avec une intention. L'intention, la pensée est le moteur de l'énergie. Et d'ailleurs, ça rejoint les écrits d'un ouvrage ancestral et extraordinaire qui s'appelle le Kybalion,
qui pour moi, qui est la Bible de l'énergie. C'est vraiment la Bible de l'énergie. Tout ce qui est écrit dans le Kybalion, à mon sens, il n'y a pas plus vrai que ça. Il n'y a pas plus vrai que ça. On n'a rien inventé. Le magnétisme est vieux comme le monde. Le magnétisme pratiqué en Égypte ancienne. La radiesthésie se pratiquait en Égypte ancienne. On a retrouvé des pendules dans des tombes, etc. Enfin bref, on a l'impression que voilà, on découvre tout aujourd'hui, mais alors que non. Et puis c'est une pratique qui est répandue partout dans le monde. Les gestes sont partout les mêmes dans le monde. Donc voilà, faut arrêter un peu, quoi. Je veux dire, il faut dépasser les idées reçues. Voilà, il y a beaucoup d'idées reçues, je pense. C'est la même chose, c'est-à-dire que tout est énergie, tout vibre, tout ondule en permanence, et je irais même plus loin. Je pense que, si vous voulez, on a tous une fréquence énergétique qui nous appartient. Concrètement, tous les êtres vivants ont leur propre fréquence énergétique. Il n'y a pas deux êtres humains sur cette terre qui ont la même fréquence. Seulement, je pense, enfin ça n'engage que moi, ce que je dis là, je pense que cette fréquence en question, elle est non localisée. Ça rejoint un peu le domaine de la physique quantique. Il y a un vif débat justement par rapport à ce qu'on appelle la conscience humaine. Pour les médecins considèrent que la conscience humaine est localisée dans notre cerveau. Manque de peau, aujourd'hui on ne peut plus dire ça dans le sens où on a découvert des cellules nerveuses au niveau de notre ventre. On s'est aperçu aussi que notre cœur était aussi un cerveau. Il faut voir les travaux de l'Institut Hermet par rapport à ça. Donc en fin de compte, on n'aurait pas un centre cérébral, mais 3 centres cérébrales. Qui, il faut le savoir, je tiens à préciser, correspondent aux 3 chakras directeurs du corps humain. Donc dans tout ça, moi je ne vois pas du tout de hasard. Donc, je reviens aussi à cette histoire de fréquence personnelle. Ce que je voulais dire, c'est que donc, effectivement, on a une fréquence qui nous est propre. Ça, c'est une chose. Et pour ma part, la conscience humaine, pour ma part, donc, n'est pas localisée dans notre cerveau, comme les médecins le prétendent. À mon sens, elle est non localisée. Ça, c'est ce que disent les physiciens. Ils pensent que, eux, la conscience humaine est non localisée, c'est-à-dire dans le sens où elle serait partout à la fois. Et je pense que notre fréquence vibratoire personnelle, c'est du même ordre. C'est ce qui expliquerait, à mon sens, le fait d'arriver à ressentir des choses sur une photo. Au jour d'aujourd'hui, j'arrive à ressentir des choses sur des photos. Voilà. Alors que la personne, physiquement, elle n'est pas à côté de moi. Mais je pense sincèrement que la notion de fréquence est non localisée. C'est ce qui expliquerait aussi pourquoi les radiesthésistes sont capables de trouver des sources d'eau sur des plans. Non pas en recherche directe sur un lieu, mais sur un plan, à distance donc. Comment expliquer ça, concrètement? La fréquence vibratoire, elle est non localisée. Ça voudrait dire donc qu'on peut Tout est en relation avec tout, concrètement, pour moi. Hein. Ouais, on peut faire du traitement donc à distance. Voilà, tout à fait. Quelqu'un en face de Mais non, qui mais non. sur Non, il n'y a pas du tout de notion de distance. La distance n'impacte pas le résultat. Le constat, il est que, en règle générale, on travaille au moins 5 cm. Donc, si vous voulez, on n'est jamais en lien direct avec le patient. Donc, je reviens à ce que je disais, le lien, il est mental. Et le lien qui est 5 cm ou 10 000 km, c'est pareil. Je sais que pour on va dire, la science officielle, c'est un peu déroutant. Mais quand on étudie certains phénomènes de la physique quantique, on a des réponses. Je pense au phénomène de l'intrication quantique, donc où on a fait des expériences. Admettons, on a mis 2 photons en contact. On les a séparés avec une distance. Ils ont fait ça en Suisse, entre autres, sur une distance de 22 km. Et ce qu'ils infligeaient à un photon avait des répercussions immédiates sur l'autre.
malgré la distance de 22 km. Ils auraient pu faire ça sur 100 000 km, ça aurait été exactement la même chose. C'est la même chose, voilà. Donc il y a ce phénomène-là. Il y a une très vieille expérience. La première expérience du domaine de la physique quantique, la plus ancienne, c'est l'expérience de la double fente de Young, où on démontre concrètement que la conscience humaine structure la matière finalement. Quand il n'y a pas de conscience, l'énergie, elle est partout. À partir du... Voilà, c'est l'observateur qui condense la matière. Il y a cette expérience-là. Il y a encore, je pense à une autre, l'expérience de l'ADN fantôme. Donc cette expérience qui a été menée par un monsieur qui s'appelle Vladimir Poponin, donc un scientifique russe. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Donc il a mis des photons dans un tube. Donc les photons étaient en liberté, tout va bien. Il a mis de l'ADN. Alors les photons se sont alignés avec la courbe de l'ADN. Et après, il a retiré l'ADN. Et les photons ont conservé la courbe de l'ADN. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. D'ailleurs, à ce sujet-là, moi, au mois d'octobre dernier, j'ai donc assisté à une conférence qui était tenue par un physicien. Et à un moment donné, donc, il y a eu une pause. C'était au cours d'une matinée, bref. Et je lui en ai parlé de ce fameux phénomène d'ADN fantôme. Et puis, bon, après, il a rebondi tout de suite. Enfin, moi, je lui ai posé sincèrement qu'est-ce qu'il en pensait de ce phénomène. Et il m'a dit que pour lui, oui, effectivement, ça tenait tout à fait debout. En fin de compte, les physiciens se sont rendus compte que ce qu'on appelle communément l'ADN poubelle n'est pas du tout de l'ADN poubelle. L'ADN, s'il est là, c'est qu'il a une raison bien précise. L'ADN, il a, comment dire, il émet quelque chose. Il n'est pas neutre du tout, il émet quelque chose, ce qui peut expliquer que sa structure comme ça. Donc notre ADN agit aussi sur notre environnement. C'est ça le constat finalement de cette expérience. Et des expériences comme ça, il y en a eu de nombreuses. Donc voilà, c'est pour ça que je pense sincèrement que la conscience humaine, pour moi, pour ma part en tout cas, est non localisée. C'est la seule manière d'expliquer ces phénomènes de travail à distance. De toute manière, avant de se lancer dans une thérapie énergétique, hein, quelle qu'elle soit, j'aime bien parler du terme d'éveil des sens, mais c'est ça finalement, la première étape, elle est là. Alors, pour éveiller les sens, il y a plein de façons de procéder. Certains, comme je le disais, comme ça a été mon cas, vont faire des arts martiaux. D'autres vont faire du qigong, d'autres vont faire du yoga, d'autres de la méditation, enfin bref, il y a de multiples méthodes pour éveiller la conscience. Et à partir du moment où elle est éveillée, on peut rentrer dans le monde de l'énergie finalement. Alors effectivement, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils avaient ça dès leur plus tendre enfance. Mais bon, ça fait partie peut-être tout simplement de leur patrimoine génétique, entre guillemets. Voilà, ils sont venus au monde avec ça. Certains viennent au monde avec ça, et d'autres vont le développer, tout simplement. Par un parcours. Moi, j'en ai un, d'autres vont en avoir d'autres, qui va les amener à ça. Par contre, vous voulez les orienter plus dans la lecture, plus dans... Vers quoi? Si vraiment ils veulent faire du magnétisme? Mais le magnétisme, c'est quelque chose qu'il faut vivre concrètement. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut passer par des disciplines où tout est impliqué, si vous voulez. C'est pas simplement le fait de lire un livre. Quand vous faites du qigong, vous associez tout, finalement. Vous associez le corps avec la respiration et l'esprit. Tout est lié en fin de compte. Il faut tout, en quelque sorte, tout coordonner dans le même sens. Le corps, le cœur, l'esprit, enfin bref, tout doit être lié, tout relié ensemble dans la même direction. Pour vraiment rentrer consciemment dans le monde de l'énergie. Pour moi, je pense que si le magnétisme ne tenait pas debout, il n'aurait pas traversé les siècles comme il l'a fait, et il ne serait pas pratiqué partout dans le monde comme c'est le cas. Seulement, il y a la culture de nos pays, européenne, d'où nous on est dans tout ce qui est du domaine
matériel, Cartésien. cartésien, physique. Mais ce qui est physique est énergique. Voilà. Est énergétique. Concrètement, La théorie des cordes, notamment. la théorie des corps, toutes ces choses-là, tout est énergie. Qu'on le veuille ou non, c'est la réalité. Et c'est la réalité qu'actuellement confirment les physiciens. Ce qui a été écrit depuis, dans Kybalion, depuis la nuit des temps, eh ben, ces écrits-là, on se rend compte que, voilà. Ce qu'ils ont écrit là, c'est vrai. Ah bah tiens, c'est étonnant, mais bon, voilà, quoi, ça se rejoint, quoi. Et alors, si on va en Asie, ces gens-là, l'énergie fait partie de leur quotidien. On va en Chine, tous les gens dans la rue vont faire du qigong tous les jours, naturellement. Ça fait partie de leur vie. C'est tout. Le fait de faire des arts martiaux, ça fait partie de leur vie. La méditation, ça fait partie de leur vie. Ils sont dans une dimension tout à fait autre que nous. Donc, je sais pas, il y a une espèce je sais pas si c'est une espèce de confrontation culturelle qui est en train de se faire, mais voilà, il y a des cultures qui sont complètement différentes, quoi. L'Asie, ils sont dans le côté spirituel des choses et nous dans le côté matériel. Bon, alors tout ça évolue progressivement, mais chez nous en Europe, il nous faut des preuves, quoi. Voilà, c'est ça. Chaque fois, il faut des preuves, des éléments, des trucs. Et il faut faire des analyses, des contre-analyses, et des expertises, et puis bon, ça peut durer. Combien de temps ça va durer, quoi, je veux dire, tout ça, quoi. Alors qu'on voit bien qu'il y a des résultats, ne serait-ce que sur le fait simplement de barrer le feu, quoi. C'est pas pour rien que dès qu'il y a des ronds brûlés, on appelle les barreurs de feu, quoi. C'est qu'il y a une raison, quoi, je veux dire. Donc voilà, c'est difficile hein, quand même. Hein. Merci à vous. Alors j'espère avoir été clair. J'espère.